Bonjour tout le monde. Donc, je vais me présenter et donc je vais co-animer avec mes amis qui sont présents ici, qui ont fait le déplacement également. Donc on va essayer d'aborder ce thème chacun de son point de vue. Donc on va également essayer de laisser un peu de temps pour le débat, donc il y a des questions à poser. Donc c'est là où on va, parce que ce qu'on va vous dire c'est des choses certainement que vous connaissez déjà, on va juste vous rappeler un certain nombre d'éléments. Et donc sur cette base-là, donc on va essayer de lancer un débat qui ça va être un échange informel, interactif entre nous. Alors je commence par me présenter, donc Rachid Sidek, expert comptable, enseignant universitaire, donc j'exerce depuis 1996 en tant qu'expert comptable, communication. Et donc je suis passionné également par tout ce qui est recherche, technologie d'information et accompagnement, surtout les jeunes. Je travaille beaucoup avec les associations dans le cadre de tout ce qui est entrepreneuriat, donc que ce soit au Maroc ou à l'étranger. Je vais m'arrêter là et je vais passer peut-être la parole à mes amis qui vont se présenter chacun de son côté en attendant qu'on nous installe l'ordinateur. Non, je vous souhaite juste la bienvenue. C'est de travailler demain en président de l'association. Mais bienvenue parmi nous, ça me fait plaisir de vous voir tous nombreux. Très bonheur un samedi. Donc profitez de toutes ces personnes qui sont avec vous aujourd'hui pour avoir un maximum d'informations sur l'investissement présent d'entreprise au Maroc. Voilà, bon courage. Alors, Dounia. Bonjour à tous, moi je m'appelle Dounia Bouti, donc je gère aujourd'hui deux fonds sous gestion qui sont le Maroc Numeric Fund 1 et 2. Donc globalement, mais j'aurai le temps de vous détailler plus tard les modalités. Vous entendez pas, mais On va avoir un micro, s'il vous plaît. Alors le fonds MNF, c'est un fonds d'amorçage risque qui accompagne les startups qui opèrent sur le secteur des technologies de l'information, avec des tickets d'investissement qui varient selon la phase d'investissement dans laquelle on intervient. Et je vous parlerai plus en détail de l'ensemble des modalités lors des différentes questions que vous avez. Bonjour tout le monde, je suis directeur des pôles ressources et systèmes de la Caisse centrale de garantie. Un mot, investir, c'est le cœur de métier de cette institution, donc nous sommes ravis d'être là et d'échanger, d'informer et de former avec vous. Bonjour tout le monde, je m'appelle Ali Bhrez, je représente l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Bonjour, Malika Bouhani, je suis responsable de la Direction générale des impôts. Je suis aujourd'hui là pour vous présenter les différentes dispositions, les anciennes et les nouvelles de la loi de finances qui sont en faveur de l'investissement et notamment des auto-entrepreneurs. Et je me ferai une joie de répondre à vos interrogations dans la mesure du possible. Bonjour, je suis Chakawi, je représente aujourd'hui la CGM. Je suis membre de la Commission internationale de la CGM, vice-président de la 13e région. Je suis un entrepreneur. Je suis aussi un ex-marocain de l'étranger qui est rentré au Maroc il y a une dizaine d'années. Donc j'aurai plaisir à partager mon expérience avec vous. Bonjour, je m'appelle Alain Mohamed, juge auprès du tribunal de commerce de Rabat, en détachement actuellement au ministère de la Justice. Je suis ravi d'être invité parmi vous et de partager avec vous quelques réflexions autour de la thématique d'aujourd'hui. Je serai accueillant à toute suggestion de votre part et intervention. Merci. Donc vous avez un très beau parterre. J'espère que vous allez profiter pleinement de notre présence. Et je remercie les amis qui ont fait le déplacement pour pouvoir nous apporter les éclaircissements nécessaires. Alors je vais commencer par planter un peu le décor concernant l'investissement au Maroc. Alors l'investissement au Maroc, investir au Maroc, donc on a choisi le thème investir en 2019. Donc c'est pour vous mettre, faire une petite mise à jour par rapport au climat d'investissement au Maroc. Donc je vous rappelle que le Maroc il se situe à 14 km par rapport à l'Europe. C'est le point d'accès à l'Afrique. Et donc c'est une plateforme qui va
également joué un rôle très important dans les échanges entre les deux continents. Bien sûr, le Maroc, de par son emplacement géographique, a conclu un certain nombre d'accords de libre-échange avec plusieurs zones, plusieurs pays que vous connaissez déjà, donc les États-Unis, la Turquie, les pays arabes. Il y a des accords qui sont actuellement en cours de négociation. Vous avez également l'accord de libre-échange avec l'Europe. Donc tout ça, c'est des accords qui permettent de faciliter et de faciliter les échanges avec ces différents pays. Donc ça fera certainement, ça facilite également l'accès aux investisseurs au Maroc à ces pays. Un petit mot sur le coût des factures de production. Donc le Maroc se présente également présente un certain nombre d'avantages en termes de coût de production. Donc vous avez les salaires qui sont à un niveau très très abordable. Au Maroc, on a ce qu'on appelle le SMIC et le SMAC. Le SMIC, c'est le salaire minimum interprofessionnel garanti. Et vous avez également le SMAC, c'est le salaire minimum qui est garanti au niveau de tout ce qui est activité agricole. Alors le salaire, bon, c'est des salaires très très bas par rapport à, quand on compare par rapport à l'Europe, par rapport à d'autres pays. Mais c'est-à-dire c'est un minimum. Donc ça veut dire que pour drainer les bonnes ressources et les bonnes capacités, enfin les bonnes compétences, donc il faut peut-être aller plus que ces niveaux de salaire. Donc je vous les donne. Le minimum, par exemple, au niveau du commerce et de l'industrie, c'est 13,46 par heure, 13,46, donc on va arrondir en euros peut-être 1,2 par heure. Et au niveau de l'agriculture, c'est un salaire journalier qui est à 69 dirhams, c'est-à-dire 6,50 par jour. Excusez-moi, c'est chargé ou c'est pas chargé? Pas chargé, non. Pas chargé. Et chargé, ça donne combien? Chargé, il faut rajouter à peu près entre 22 et 23% en moyenne. Au niveau des charges sociales, justement, donc on a ce qu'on appelle la sécurité sociale, c'est également des taux assez bas. Et donc ils permettent également de... Je pense que c'est pas plus pratique. Si ça aide. Hein? Ça vous aide? Oui, ça vous aide, j'en suis persuadée, mais moi c'est juste que je vais me laisser aller à ça. Donc au niveau de la CNSS, la même chose, donc il faut compter un taux moyen, donc, parce que bon, les bases sont différentes, un taux moyen entre 22 et 23% sur la base du salaire qui est servi. Au niveau des coûts de production, donc vous avez également tout ce qui est tarif d'eau et d'électricité, donc l'énergie va tourner sur des niveaux, par exemple, si je prends l'énergie, on est pour l'électricité, le kilowattheure à Casablanca il est à 49,077, c'est-à-dire bon, on va dire 4,6 euros le kilowatt, à Rabat 4, Tanger 3,6. D'accord, donc c'est bon, ça reste quand même cher, mais c'est des coûts qui sont dans la moyenne de la région. Alors, le Maroc a également connu ce qu'on appelle un processus de régionalisation avancée. Donc, on a divisé le royaume en 12 zones. Et donc, chaque zone, chaque région va avoir
son propre plan de développement, va gérer en autonome ses ressources et ses capacités, ses investissements, etc. Donc il y a tout un mécanisme qui est aujourd'hui en train de se mettre en place, à l'image de ce qui s'est passé en Europe, en France, en Espagne, mais également au niveau de l'Allemagne. Donc on compte beaucoup sur ce processus de régionalisation pour booster le développement des régions. Bien sûr, ce qu'on constate, c'est que sur les 12 régions, vous avez 4 régions qui s'accaparent, si vous voulez, on va dire 60-70% des ressources. Mais donc on compte sur la fiscalité pour essayer d'assurer une redistribution des ressources et pour également aider les autres régions à se développer en fonction de leur spécificité. Les accords de libre-échange, on en a parlé, donc vous avez un certain nombre d'accords de libre-échange qui ont été signés entre le Maroc. Bon, jusqu'à présent, on dit toujours que c'est des accords sur le plan macroéconomique qui ne sont pas à l'avantage du Maroc, parce que on n'est pas une puissance industrielle comme la Turquie ou les États-Unis ou la Chine, etc. Mais on est en train de raider également des investisseurs étrangers, tout ce qui est investissement étranger, justement pour pouvoir jouer ce rôle et pour pouvoir faire profiter les investisseurs de ces accords de libre-échange. Donc il y en a 3 ou 4 qui ont été signés et puis il y a un autre qui est en cours de négociation avec le Canada. Alors la présentation, je pourrais peut-être la communiquer à Maroc Entrepreneur, comme ça vous aurez le détail. Voilà. Alors on va très rapidement aller vers le cadre juridique et réglementaire et je vais solliciter mon ami qui représente le tribunal de commerce, c'est ça, le ministère de la Justice, c'est ça. Donc on peut interagir pour présenter les choses. Alors en ce qui concerne le cadre juridique et réglementaire, donc le Maroc a modernisé son système juridique, ses lois. Il a modernisé le code de commerce en 1986, le code du travail, le droit des sociétés, la loi bancaire, le code des assurances, tout ce qui est marché financier, on ne verra pas ici, le droit comptable surtout, le droit fiscal, le droit foncier, la protection de la propriété industrielle et la protection des données personnelles. Donc ça c'est l'essentiel de la réglementation qui va intéresser un chef d'entreprise. Tout ça, ça apporte une certaine sécurité et ça apporte, des règles juridiques. On sait comment ça va fonctionner, on sait à quelle sauce on va être mangé. Si on a un problème, par exemple, au niveau des délais de paiement, donc on va aller vers le code de commerce. Si on a un problème fiscal, on sait comment régler le problème, etc. Et donc toutes ces règles-là, c'est des règles qui sont inspirées de tout ce qui est préconisé par les organisations internationales. Par exemple, si je prends le droit fiscal, le droit fiscal a été inspiré par les règles qui sont imposées ou qui sont recommandées par l'ONU, qui sont recommandées par l'ONUDI, etc. Donc c'est des règles internationales et donc on est en phase avec tout ce qui se passe en Europe, avec tout ce qui se passe dans les pays développés. Bon, bien sûr, au niveau de l'application, les choses se mettent en place progressivement. Si je prends par exemple le droit fiscal, toujours parce que c'est mon domaine de prédilection, le droit fiscal a connu depuis la loi cadre de 1983 un certain nombre de réformes, de petites réformes. Donc il y a une grande réforme qui s'est mise en place et après donc on a amélioré, on a arrangé, on a modifié, etc. Et aujourd'hui on est en train de parler d'une nouvelle réforme qui va voir le jour au niveau des assises fiscales qui vont avoir lieu en mai 2019. Donc les choses bougent, bien sûr, donc tout ça c'est un environnement pour l'investisseur qui va lui permettre d'opérer en toute
en connaissance de cause. Voilà, donc vous avez ces règles et ces aspects-là. Concernant le choix de la structure juridique, bon bien sûr, quand on veut lancer une société, donc je vais très rapide parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, je plante le décor pour permettre une discussion. Donc quand on veut lancer une société, on commence par réfléchir. Donc une fois qu'on a le projet, l'idée, etc., donc on va commencer à se poser la question, quelle est la structure juridique que je dois adopter. Donc au Maroc, comme dans tous les autres pays qui ont modernisé le droit, donc on a un cadre juridique qui se présente comme suit. Donc vous avez la société anonyme, la SARL, la société en nom collectif, la société en commandite simple, et puis vous avez d'autres structures qui sont prévues par la réglementation, notamment la société en participation, le groupement d'intérêt économique et tout ce qui est coopératif. Donc ça, c'est des cadres qui vont permettre d'exercer une activité commerciale ou industrielle. Bon, bien sûr, à côté de ça, vous avez ce qu'on appelle l'entreprise individuelle. On peut, si vous voulez, aujourd'hui, pour exercer, on peut être dans deux situations, soit une entreprise individuelle, soit une entreprise sociétaire. Et les entreprises sociétaires, c'est ces entreprises-là. Le choix qu'on peut faire sera en fonction d'un certain nombre de critères qui vont dépendre soit de la nature de l'activité, soit des partenaires que vous avez en face, soit d'une réglementation spécifique qui va vous imposer de ne pas exercer l'activité que dans le cadre de telle forme de juridique, etc. Donc le choix n'est pas fortuit. C'est pas parce que ça s'appelle société anonyme que moi je vais opter pour la société anonyme. Exemple, si par exemple je prévois de faire entrer avec moi un fonds d'investissement, l'idéal serait de se mettre en société anonyme. Ou l'idéal serait de commencer par une SARL et transformer juste après en société anonyme, parce qu'un fonds d'investissement va m'exiger un certain nombre de règles de gouvernance, de transparence, donc il va m'imposer un contrôle externe, donc il va me demander de rendre compte, etc. etc. Donc je ne peux pas aujourd'hui aller vers une structure société en nom collectif ou une autre forme juridique. Donc parce que je suis dans un plan de développement et par rapport à mon plan de développement, je sais là où je dois atterrir dans un délai donné. Et donc ces formes juridiques sont très réglementées, vous avez des règles, vous avez des lois, etc. Vous avez également des conditions, des conditions. Par exemple, en matière de capital, je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Il ne nous reste que 45 minutes, donc très bien. Ok. Alors, donc vous avez le panorama, vous avez le topo, vous avez ces sociétés-là, et donc dans le choix, il faut se faire aider. Il faut identifier ces objectifs pour pouvoir faire le bon choix de la forme. C'est des outils que vous avez entre les mains, donc il faut prendre le bon outil pour répondre à une tâche donnée. Donc il ne faut pas prendre le marteau pour tuer la mouche, comme on dit. Donc voilà, vous avez la panoplie des critères pour... alors je passe. Donc j'arrive à la fiscalité, donc la fiscalité de l'entreprise. Donc vous avez ce qu'on appelle des impôts d'existence, taxes professionnelles, taxes d'habitation et taxes de services communaux. Et vous avez la taxe, les impôts liés à l'activité, vous avez la taxe sur la valeur ajoutée, quoique on peut rajouter également la taxe professionnelle dans cette catégorie parce que liée à l'existence mais également à l'activité. Et vous avez les impôts qui sont liés au résultat. L'impôt sur le revenu et puis l'impôt sur les sociétés. Donc tout ça, il est codifié dans ce qu'on appelle le Code général des impôts. Code général des impôts. Ce Code général des impôts, bon, je ne vais pas me faire de la publicité, mais comme j'ai fait un gros travail sur le Code général des impôts, donc que j'ai mis, qui est public,
Donc je vous invite, si vous voulez consulter le Code général des impôts, vous avez une application qui s'appelle Genitax, 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 qui est gratuite et dans laquelle vous avez toute la réglementation, le Code général des impôts, avec des possibilités de recherche, et pour chaque article, vous avez la partie de la circulaire qui le concerne. C'est ça disons, l'innovation. Donc, pour pouvoir consulter, pour pouvoir gérer ces obligations fiscales, vous avez ces impôts-là qui vont gouverner la vie, qui vont rythmer la vie de l'entreprise et qui présentent également un certain nombre d'aspects qui sont très importants. C'est, pour ne pas vous alerter, donc vous avez un certain nombre d'obligations. On est dans la déclaration spontanée, c'est-à-dire vous déclarez ce que vous voulez. Ça, c'est disons, les systèmes modernes, c'est ça. Vous déclarez ce que vous voulez, mais vous savez qu'il y a un droit de contrôle qui est exercé par l'administration fiscale. Alors, une des caractéristiques également du système fiscal marocain, c'est qu'aujourd'hui, on est pratiquement à 100% dans la télédéclaration et le télépaiement. Tout se fait par le net. Donc, on est vraiment, je pense, hein, à mon point de vue, en quelques années, on est arrivé à se mettre au même niveau que les pays européens, et ça c'est quelque chose qui, en tant que professionnel, je peux affirmer aujourd'hui que c'est quelque chose qui nous a énormément simplifié la vie. Vraiment, on fait les choses de manière très... Mais c'est également, disons, des règles ou des mécanismes qui permettent à l'administration fiscale de serrer l'étau sur tout ce qui est fraude fiscale, tout ce qui est fausse déclaration, tout ce qui est erreur, etc. Donc aujourd'hui, l'étau se resserre davantage sur le contribuable. Donc on a de choix que de déclarer correctement. Parce qu'aujourd'hui, on est dans le big data, on est dans tout est informatisé, tout est croisé, tout est vérifié, tout est passé au crible fin. Et ce qui est étonnant également, c'est qu'aujourd'hui, avant, on recevait à la veille d'une prescription fiscale la quatrième année qui risque d'être prescrite, on recevait des rappels d'impôts parce qu'on n'avait pas le temps de vérifier. Aujourd'hui, même pour l'année en cours, on peut recevoir un rappel à l'ordre. Parce qu'aujourd'hui, l'information est disponible chez l'administration fiscale, elle est croisée, elle est analysée, des warnings donc remontent, et l'inspecteur qui gère l'assiette, il est alerté, et donc il va venir vous voir directement ou il va vous appeler par téléphone. Donc ça accélère ce mécanisme de contrôle. Donc c'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui on est dans la gestion du risque fiscal. Le risque fiscal, donc il est géré en tant que composante du risk management qu'il faut prendre en considération, parce que qui dit contrôle dit également, qui dit déclaration spontanée dit renforcement des contrôles, parce qu'aujourd'hui toutes les ressources de l'administration fiscale sont canalisées vers le contrôle, parce qu'on saisit à leur place, on déclare à leur place, tout est fait par le contribuable. Et donc derrière, les gens qui étaient disponibles pour faire ce travail aujourd'hui sont redéployés vers le contrôle. Et donc c'est tout à fait naturel, parce que c'est la vocation de l'administration fiscale, de la DGI. Et je vais m'arrêter là, peut-être qu'il y aura des questions tout à l'heure, mais c'était juste pour vous alerter sur cette composante qui est essentielle. Donc gérer le risque fiscal, ça devrait être pris en considération par n'importe quel entrepreneur et n'importe quel contribuable. Alors je passe sur les détails, vous avez un certain nombre de détails sur les impôts, donc vous pouvez retrouver ça au niveau du Genitax, parce qu'il y a un tarif fiscal également qui résume un peu la fiscalité marocaine. Je passe. Alors vous avez au niveau de la fiscalité marocaine, au niveau du paysage, vous avez un certain nombre d'incitations qui sont prévues. Bien sûr, les incitations fiscales, on les a limitées au maximum après les dernières assises. Et on a enlevé beaucoup de subventions ou d'incitations fiscales qui ne servaient pas à grand chose, parce qu'une incitation, elle doit atteindre un objectif. Et donc quand l'incitation ne permet pas d'atteindre l'objectif, on la supprime parce que économiquement c'est pas viable. Et donc ce qu'on a fait,
c'est enlever les presque 400 mesures incitatives qui ne servaient à rien en vue de réduire les taux d'imposition. Donc on a enlevé les subventions et on a réduit les taux d'imposition en élargissant également l'assiette fiscale. Donc c'était une façon tout à fait logique de dire la pression fiscale doit diminuer sur tout le monde. On est des exceptions, ça va être quelques cas, c'est par exemple les exportateurs de produits et de services qui bénéficient toujours d'exonération, les gens qui vont s'installer dans des zones éloignées, donc des zones où il n'y a pas assez de ce qu'on a dit tout à l'heure pour certaines régions, donc où il n'y a pas assez d'infrastructures, donc celui qui se déplace là-bas, il va supporter un coût supplémentaire, donc on lui permet également, on réduit son impôt de 50%, l'impôt sur l'IS, on lui permet également d'avoir un certain nombre d'avantages. Vous avez également un certain nombre d'organismes et comme le Fonds Hassan II, comme des organismes qui vont également vous aider à avoir un certain nombre de subventions concernant l'acquisition de terrain. Sur certains secteurs d'activité, par exemple, vous pouvez également avoir un certain nombre on en parlera tout à l'heure, un certain nombre d'incitations. La possibilité également d'adopter ce qu'on appelle un amortissement dégressif au lieu de rester sur l'amortissement linéaire. La prise en charge partielle par l'État des coûts d'acquisition des terrains et des constructions dans le cadre de contrats entreprise-État, parce qu'on a aujourd'hui, on a toujours la possibilité de conclure pour des programmes d'investissement une convention avec l'État dans laquelle vous négociez un certain nombre d'éléments avec l'État. Des éléments qui sortent du cadre général de la loi. La loi, il est standard, mais vous avez la possibilité d'avoir quand votre investissement est intéressant et qu'il permet de créer des emplois, il permet de générer de la valeur ajoutée au pays. Donc l'État peut vous encourager à travers un certain nombre d'incitations qui ne sont pas prévues dans la loi. Et donc ça, c'est de la négociation. Code du travail, donc le Maroc s'est également doté d'un nouveau code du travail, donc qui prévoit un certain nombre de règles et de mécanismes qui permettent de protéger l'employeur et qui permettent également de protéger le salarié. Donc on a un peu disons, équilibré la relation employé-employeur dans le cadre d'un contrat, dans le cadre d'un certain nombre de mécanismes qui sont également inspirés de tout ce qui se passe à l'échelle internationale. J'arrête. Parce qu'en fait, il y a encore pas mal d'intervenants qui voudraient... Très bien. Parfait. Donc, je m'arrête là et puis je reste à votre disposition. Parce qu'on aura tout le temps, effectivement, tout au long de la journée pour pouvoir, comme M. Sibert, avoir plus d'informations. N'hésitez pas à venir me voir et à discuter. Il y a deux façons de faire. Si vous avez des questions, je propose qu'on fasse plutôt par question-réponse. Parce que là, si on fait des présentations, c'est un peu compliqué. Qui veut poser des questions? En tant que Marocain à l'étranger, est-ce que c'est mieux pour moi d'avoir une société étrangère au Maroc ou créer une société marocaine au Maroc? Fiscalement, qu'est-ce qui est le plus avantageux? Pardon? Si elle est au Maroc, elle est au Maroc. Elle est au Maroc, le droit marocain. Société marocaine, toutes les sociétés, qu'elles soient d'origine étrangère ou marocaine, sont des sociétés marocaines. En fait, parce qu'il n'y a pas de double non, imposition. Vous êtes basé au Maroc, vous êtes éligible au régime fiscal marocain. Puis après, si vous n'êtes pas, en fait, tout dépend de votre projet. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous me disiez une seconde. Tout est relatif, c'est la seule chose qui est absolue. Vous voulez investir au Maroc. Donc vous pouvez investir à travers une entité propre au Maroc. Et là, ça va vous apporter une sécurité sur le plan juridique. C'est infusible. Donc
Surtout si vous avez une entité française, par exemple, à l'étranger, qui va créer sa succursale au niveau du Maroc. C'est le prolongement, c'est un prolongement de la société étrangère. Mais le problème, c'est que vous allez avoir le risque qui va contaminer également la société française. Imaginez que vous avez un salarié avec lequel vous avez un conflit, vous avez un contrôle fiscal, vous avez un problème avec un bailleur, vous avez un problème de responsabilité de votre activité, lié à votre activité, un incendie ou je ne sais pas quoi. Donc vous allez contaminer la société étrangère si vous agissez en tant que succursale de société étrangère. Par contre, si vous créez une société marocaine, donc vous allez limiter votre risque à l'entité marocaine. Donc il va rester, c'est infusif. Chaque fois que vous avez un risque, il va rester au niveau de l'entité marocaine. Bon, bien sûr, il faut ouvrir sa responsabilité. Au point de vue peut-être un peu, je le pose un peu plus familièrement, diplomatiquement, est-ce que j'aurais plus de problèmes étant marocain et avoir à dealer avec le gouvernement marocain, ou étant, par exemple, moi, société australienne, dealant avec le gouvernement marocain? C'est diplomatique, je suis pas sûre. C'est parce qu'on m'a toujours... Le Maroc, c'est un pays de libre entreprise. On est tous égaux devant la loi. Il n'y a pas des avantages qui sont donnés à des étrangers qui ne sont pas donnés à des Marocains. Et il n'y a pas d'avantages qui sont donnés à des Marocains qui ne sont pas donnés à des étrangers. Et on veille à la CGM que ça se passe comme ça. À la CGM, il y a des filiales d'entreprises internationales et il y a des entreprises marocaines. On a tous le même combat, c'est la création de richesses. Et en plus, c'est une entreprise, comme l'a précisé, c'est de droit marocain. Ça veut dire qu'il obéit au code et règles de ce pays. Et en plus, étant de droit marocain, ça ouvre, c'était pas l'enquête des corps, ça ouvre aujourd'hui avantage à pas mal d'incentives, à pas mal d'aides, d'appui, d'accompagnement. Je pense que l'administration ne demande jamais le passeport. En théorie. Non, c'est réel, non, c'est pas théorie. Non, pas théorie. C'est peut-être quelque chose qu'on peut discuter à part, mais... Il n'y a rien de confidentiel dans ce cas. Non, c'est pas confidentiel, je ne vais pas trop pousser. Je sais que moi, quand je vais avoir à faire des papiers juridiquement, en tant que Marocain, j'ai toujours eu des petits problèmes. Je suis passé par le biais, un peu, si vous voulez, du côté, entre guillemets. Moi, ce que je veux être, c'est être Marocain. Pas Marocain résident à l'étranger pour venir faire quelque chose. Et quand je me présente en tant que Marocain venant de l'étranger, soi-disant me facilite un peu les choses plus facilement. Alors que les Marocains sur place, moi ce que je souhaite c'est rentrer dans mon pays, être rentré là-bas, être considéré comme Marocain, pas comme Marocain à l'étranger rentrant dans son pays. C'est par rapport à ça que... Moi c'est le chemin que j'ai fait et je peux témoigner, non, il n'y a pas de problème. Ah de là, l'expérience parle plus que ce qu'on entend. Voilà, exactement. D'autres questions peut-être? Oui, je peux me permettre, vous avez cité à un moment donné, vous avez parlé de juridique. Vous avez cité une liste d'éléments qui interviennent dans l'investissement. Par contre, vous n'avez pas parlé de l'environnement d'investissement. Et là, la dernière loi de la propriété n'encourage pas les gens d'investir au Maroc. Pour la simple raison, généralement les Marocains de l'étranger, donc les Marocains de l'étranger, si on a un bien au Maroc, et les volets, spoliés, c'est le mot, on le dit, allez voir le fonds d'indemnisation. Est-ce que cette loi, vous êtes sûr, qu'est-ce que vous dites de cette loi? Moi je pense que, je vais peut-être donner la parole à notre ami du ministère de la Justice. D'accord. Donc, pour ce qui est de la protection de l'investissement au Maroc, on sait très bien actuellement que l'investissement tient une part importante dans la politique et la stratégie générale de l'État, parce qu'actuellement, c'est une nécessité pour le Maroc. Donc, les règles sur l'investissement ont évolué. On a des lois sur l'auto-entrepreneur qui permet à tout individu de créer une petite entreprise. Il n'est pas sujeté à l'enregistrement du commerce, il n'est pas sujeté à la tenue d'une comptabilité comme à travers la loi sur la comptabilité. Donc il y a un certain nombre d'avantages. Il y a également d'autres textes qui sont liés à l'investissement, comme par exemple les règles générales de procédure collective, un projet de loi concernant
les sûretés immobilières. Pour ce qui est pour votre question, c'est vrai que la spoliation a été depuis toujours un problème. Un problème parce que il y a d'un côté la méconnaissance des règles juridiques. Les personnes résidant à l'étranger surtout n'arrivent pas donc à suivre de près donc, la situation de leur immeuble. Il y a également des tiers qui peuvent être victimes d'une remise en état par la justice de la spoliation, parce que actuellement, même lorsque vous entendez une action en justice, il vous arrivez donc à avoir gain de cause, il y a parfois des situations qui ne permettent pas cette remise en état, parce que la personne qui a spolié, il arrive beaucoup de fois qu'elle cède à plusieurs reprises le bien. Donc il y a des tiers qui sont de bonne foi, et c'est là qui empêche sincèrement donc la mise en application des textes juridiques. Ce qu'on fait au ministère actuellement, c'est un travail tout d'abord de recensement avec la conservation foncière de tous les biens immobiliers des personnes résidant à l'étranger et des étrangers au Maroc. Il y a une plateforme digitale qui permet aux Marocains, que ce soit au Maroc ou à l'étranger, de suivre de près, à la minute près, l'association de leurs immeubles. Et il y a un allègement des procédures qui permettrait évidemment donc à la personne intéressée d'intenter leur action en outil. Mais comme c'est toujours le cas, même ici en France, le principe du contradictoire des procédures, l'égalité de tous devant la loi, parfois nous met dans des situations où la sentence juridique n'a pas beaucoup d'effet sur le plan pratique, parce qu'il y a des situations, des tierces personnes qui ne sont pas de bonne foi, qui ne savent pas la situation réelle de l'immeuble par rapport donc, à la conservation foncière, parce que chez nous, dans le droit immobilier, l'enregistrement ou l'immatriculation au registre des services de la conservation foncière est le début de toute opération, et c'est l'état civil de l'immeuble. Abstraction faite de l'origine de la propriété. Si vous avez inscrit votre immeuble à la conservation foncière, vous êtes propriétaire. On ne peut prétendre que votre titre n'a pas été valable vis-à-vis des tiers. Ils ont le droit et ils n'ont pas de choix que d'accepter cette réalité juridique. Donc c'est une tierce personne. Oui. Vous permettez? Oui. Là, on est devant un fait réel. Il y a une loi, il y a un article 2 qui nous dit, si votre bien a été spolié, l'acheteur est de bonne foi. Vous, même si le bien vous revient de votre grand-père, c'est-à-dire il est parti pour toujours, allez vous faire voir chez le excusez-moi du terme, allez vous voir chez le fonds d'indemnisation. C'est ça. Tout ce que vous avez dit, on le sait. Il y a un problème. Bon. On va peut-être recentrer le... S'il vous plaît, on peut écouter là? Ça devient un peu le brouhaha. Il n'y a pas de vérité, on ne dit pas les gens. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Pourquoi on parle de ça, on parle d'articles, on parle de ça, on parle... Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Non, parce que avec ce problème, cette mafia, parce qu'au bout de 4 ans, on n'a plus rien. Alors c'est bon. Est-ce qu'on peut prendre plusieurs questions à la fois et ça me répondre à la Très bien. Donc il y a une question. Excusez-moi. Alors, on va prendre plusieurs questions et on répondra en fait d'un seul coup parce que. Donc, il y a une question là-bas. Oui, bonjour. Tout à l'heure, vous avez parlé de libre-échange entre l'Europe et le Maroc. Moi, j'ai une société ici en France et je suis en train de créer une filiale au Maroc, dans le cadre d'informatique. Et donc, dans ce cadre-là, je suis un peu intéressé sur la partie de libre-échange entre le Maroc et l'Europe, notamment sur la partie marchandises, services et libre circulation des hommes. Comment ça se fait? Est-ce que dans les grandes lignes, vous pouvez nous donner quelques éléments très importants sur son considération là-dessus? On prendra une deuxième question du coup, monsieur à côté. Madame, s'il vous plaît. Bonjour. Alors, donc moi j'ai créé une entreprise en 2005 et je l'ai fermée. Et je voulais juste vous dire que par rapport à maintenant, je sais qu'il y a eu beaucoup d'évolutions.
Ça a beaucoup changé. On arrive éméreux et qu'on s'installe, on est au courant de beaucoup de choses. Par contre, au jour d'aujourd'hui, donc je voudrais repartir sur. Moi, je suis un peu têtue, je suis dans le business, donc je voudrais repartir dans. Il ne faut pas lâcher. Je pars du principe qu'il faut être pugnace. Et quand ça ne va pas, il faut y retourner, il faut être bien entouré. Donc moi, je voudrais vous poser une petite question. Je me suis intéressée maintenant, c'est plus dans une entreprise classique, mais plutôt dans l'économie sociale et solidaire. Voilà, donc ça m'a permis de créer une association, de voir un peu sur le terrain ce qui se passe. Est-ce que vous le mettez dans la même catégorie que autres, au niveau juridique? Très bien. Et voilà, ça j'aimerais bien On va savoir. prendre une troisième question. Troisième question, monsieur là-bas qui attendait pas. Vous avez parlé tout à l'heure des contrats entreprises et État. Oui, des facilitations de l'État par rapport à l'investissement. À qui s'adresser? Est-ce qu'on est obligatoirement sur place à chaque fois qu'on a besoin d'éléments? Ou est-ce qu'à partir de Paris, par exemple, on peut avoir un lien, enfin avancer sur un dossier avant d'aller sur place? Moi, je suis très avocat, c'est pas un problème, mais est-ce qu'à chaque fois on doit faire des allers-retours? Vraiment, je pense qu'on peut d'abord répondre aux trois questions et on reprend. Très bien, donc je vais peut-être commencer par une petite mise au point concernant la spoliation foncière. Spoliation foncière, juste pour vous informer que c'est un dossier qui est géré en haut lieu et qu'il y a quelques jours, donc on a durci un peu le temps, on a prévu même des sanctions très lourdes pour les spoliateurs, sachant que le ministre de la Justice a pris les choses en main sous instruction royale et que donc il y a tout un travail qui est en train de se faire. Moi j'ai suivi un certain nombre d'affaires avec une association franco-marocaine qui aujourd'hui œuvre justement pour disons, régler ces problèmes et les choses sont en train d'avancer très très rapidement et très positivement. Et donc je pense que c'est un sujet qui va nous éloigner un peu. C'est sûr que on reste dans le positif, l'investissement, etc. Mais c'est sûr que c'est un élément qui est très important, mais qui est en train de trouver une solution radicale. Alors le deuxième, je vais peut-être laisser la question sur les contrats avec l'État, si les représentants de la MDE. Et je répondrai en tant que, moi je suis très spécialiste dans tout ce qui est économie solidaire et associative. Donc l'associatif aujourd'hui, bon, c'est des activités qui sont censées ne pas être à but lucratif. D'accord, donc c'est pour répondre à un certain nombre d'objectifs d'ordre social, etc. Aider les populations, l'enseignement, un certain nombre d'objectifs. Ça fait 17 ans que je fais ça. Voilà. Donc il est régi aujourd'hui par une loi que moi personnellement j'estime caduque. Hein, c'est une loi, c'est un Daesh de 1958 qui a été un petit peu amélioré, retouché, mais qui reste toujours à reprendre parce qu'on ne prévoit pas un certain nombre de mécanismes qui permettent justement de développer tout ce qui est organisation non gouvernementale. D'accord? Donc tout ce qui est ONG, parce qu'aujourd'hui on parle de fondation, on n'a pas l'équivalent dans la loi marocaine. Donc c'est une association. Donc il y a beaucoup de... Et même sur le plan fiscal aujourd'hui, je parle sous votre contrôle, donc on soumet un certain nombre d'associations à la fiscalité lorsqu'ils commencent à s'adonner à des activités qui relèvent du domaine enfin de l'économique. D'accord? Donc aujourd'hui il y a toute une confusion qu'il faut lever et essayer un peu de recadrer le texte. Mais pour l'associatif, il marche très très bien au Maroc. Donc vous avez beaucoup d'associations, mais qui sont très, je ne vais pas dire très mal encadrées, mais qui devraient être mieux encadrées par rapport à ce qu'ils sont actuellement. Voilà, parce qu'on n'a pas de loi précise, hein, on n'a pas de, donc les lois sont disparates. On va les retrouver dans plusieurs textes et aujourd'hui, moi j'ai fait une étude qui est sur, la seule peut-être qui est accessible sur internet et qui reprend un petit peu tous les aspects hein, juridiques, fiscaux, comptables, etc. On a un plan comptable des associations sur lequel j'ai travaillé personnellement, mais tout ça donc c'est très difficile pour quelqu'un qui travaille bénévolement de se retrouver très très facilement. Sachant juste aujourd'hui qu'il y a une commission au sein de la CGEM qui est très active sur ce sujet-là. Et moi je vous recommande vivement de prendre contact avec elle. Ils ont lancé un événement d'ailleurs très très récemment où il y a tout un dispositif qui est en train de mise en place
sur le plan social, sur le plan encadrement, sur le plan même fiscal quand l'activité commence à être génératrice de revenus. Et aujourd'hui, il y a une personne qui peut vous renseigner beaucoup plus que moi, c'est Shaima qui est juste là, qui est en train de travailler sur ce projet-là et qui peut vous donner des informations complémentaires. Alors, pour la question sur les ALE, qui c'est qui pourrait répondre? Je ne sais pas parmi les amis. Ah, d'accord. Je commence par la question relative au ce qu'on appelle les conventions avec l'État. C'est pas des contrats. En fait, c'est pas des négociations. C'est pas au cas par cas, c'est pas à la tête du client. Mais il y a un cadre juridique à partir de certains seuils, notamment en termes de capital investi et de création d'emplois. Vous avez droit à certains avantages qui sont limités dans le temps. C'est-à-dire que vous avez notamment droit à une exonération fiscale de droits de TVA et une exonération de droits de douane pour l'importation de biens d'équipement nécessaires à l'investissement. C'est-à-dire, je souligne bien que ce n'est pas une négociation, il n'y a pas quelque chose. Voilà. Le seuil il est de 100 millions de tirages, à peu près l'équivalent de 9,5 millions d'euros. C'est pas. Sinon, c'est le c'est pas vraiment des négociations, c'est pas aléatoire. Par contre, pour le libre-échange entre le Maroc et l'Union européenne, c'est un accord d'association. En fait, c'est pas un libre-échange total, c'est-à-dire, comme on l'imaginerait, c'est pas. Il y a des listes, il y a des spécifications sectorielles dans un sens ou dans un autre. Je préfère qu'on en parle de manière très, très détaillée. Je ne peux pas donner une réponse générique qui ne s'appliquerait pas ou bien qui. Je passerai vous voir. Voilà, avec plaisir. Alors, d'autres questions? Ici. Alors moi je voudrais savoir quelles sont les aides financières et pour les startups qui veulent s'installer au Maroc, que ce soit des aides financières ou ça peut être des communications avec les entreprises ou les potentiels clients. Donc pour une startup qui veut s'installer là-bas, comment d'accès au marché ou en termes de... Alors, quand vous parlez d'aide financière, vous parlez d'un côté subvention, levée de fonds. Et d'un deuxième côté aussi, entrer dans un marché. Sur la partie financement, on pourrait en parler lors de l'atelier suivant, l'outil de financement. Okay. Ça, je pense qu'on en parlera un peu plus en détail dans le deuxième atelier. En dehors des outils de financement, est-ce qu'il y a une autre partie est-ce qu'il y a des clusters Aujourd'hui, en fait, on détaillera sur la partie financement les outils qui sont disponibles. Il y a aujourd'hui un ensemble d'outils pour accompagner les startups. Donc effectivement, ça va de la subvention, ça va des prêts d'honneur, jusqu'à la levée de fonds auprès de fonds de capital risque. Tous ces dispositifs, on les détaillera sur le second panel. Après, pour avoir accès à tout ce qui est information relative à l'accès au marché, il faut déjà savoir qu'il y a un écosystème entrepreneurial aujourd'hui au Maroc qui est très actif. Donc l'information est disponible. Il faut peut-être aller la chercher parce que tout est là et après prendre en contact suivant votre phase de développement avec l'organisme concerné. Mais aujourd'hui, il y a tout un dispositif qui est prévu par chaque cargo. Donc ça va être compliqué de le détailler là tout de suite, ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais ce sont des points qui vont être évoqués sur le second panel. Madame, vous avez une question également? Oui, bonjour. Je voulais savoir s'il y avait des défiscalisations de dons pour des associations qui sont au Maroc. Madame? Ça existe, mais dans le cadre du droit commun, charge à la société de justifier où va ce don. Et donc, il est limité par rapport au chiffre d'affaires. Donc, je vous invite à voir, c'est écrit dans le code général des impôts. Mais il n'y a pas d'exception particulière pour exonérer les dons. Il y a un plafond Oui, il y a un plafond par rapport au chiffre d'affaires. D'accord. En fait, je rajouterai une chose qui me paraît importante, c'est la notion d'utilité publique. Donc vous avez un certain nombre d'associations qui sont d'utilité publique. Et donc le texte, il prévoit justement à ce qu'ils bénéficient d'un certain nombre d'exonérations. Sinon, au niveau du droit commun, quand on reçoit des dons, donc c'est soit des dons qui vont partir vers des associations d'utilité publique, à ce moment-là, ils sont exonérés totalement.
soit vers des organismes qui sont nommément cités par le Code général des impôts, et également c'est des dons qui sont exonérés à 100%. Sinon, vous avez des limitations pour un certain nombre d'organismes, des œuvres sociales par exemple, etc. Mais qui sont limités à 2 pour 1000 et à 2 pour 1000 du chiffre d'affaires du donateur. Et puis, il va falloir, après, en cas de contrôle fiscal, justifier le... Alors, je suis désolée, vous m'avez pas laissé terminer. Allez-y. Donc, c'était pas vraiment la question. La question, c'est en tant que donateur MRE en France, quand on fait des dons à l'étranger, au Maroc, en l'occurrence, est-ce qu'on a une défiscalisation comme ici en France? En personne physique. Ça dépend de votre résidence fiscale. Ça dépend si de vous êtes votre résident fiscal en France, vous devez voir avec les impôts français. Si vous êtes résident au Maroc, il faut voir, c'est ce que vient de dire madame. Non, mais quand vous êtes résident en France, qu'est-ce que la fiscalité en France va... Vous payez vos impôts. Parce qu'il n'y a pas de la double imposition. Si vous donnez une Pourquoi vous voulez parler avec le vous payez vos impôts en France, vous déclarez dans le français. Vous déduisez de votre... Moi j'ai été résident en France, madame, et fiscalement en France, on peut déduire, excusez-moi, parce que j'ai eu cette expérience-là. Quand j'étais résident en France, je faisais des dons à des associations à l'étranger. Mais sous réserve que l'association à l'étranger me donne un justificatif, je pouvais le défiscaliser avec le fisc français. Mais pourquoi pas uniquement au Maroc, hein, c'est valable pour n'importe quel pays. Donc, je vais prolonger ma question, je vous remercie, vous y avez répondu. Dans ce cas-là, pourquoi certaines associations ne justifient pas du don? Il faut voir avec l'association, c'est leur responsabilité, ce n'est pas la responsabilité de... Non mais je pensais qu'il y avait un cadre. Dans un il y a le cadre, excusez-moi, le cadre de la convention de non-double imposition. Donc il y a un cadre bilatéral qui régit aussi ces relations d'échange, qu'elles soient dons ou autre chose. Est-ce que les associations sont soumises à un cadre pour donner un justificatif? Non. Merci. Allez-y. Question. Est-ce que les personnes qui interviennent peuvent se présenter, qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites Ok. Donc, Hamza Ben Fadel, je suis consultant en finance et je compte rentrer au Maroc dans les prochains mois. Et c'est une question enfin pour vous justement. En fait, je voulais savoir, connaître un peu votre expérience d'entrepreneuriat au Maroc, comment ça s'est passé, est-ce que vous étiez déjà entrepreneur en France? Et aussi la transition, comment ça s'est passé. Voilà, donc j'aimerais avoir des conseils parce que j'aimerais me lancer dans ça aussi au Maroc. Moi je vous propose d'en parler autour d'un café. Une réponse en quelques mots, j'ai pas l'air malheureux. J'ai une question par rapport à l'investissement. Je suis un ancien résident, un Marocain résident en France, diplômé de l'école centrale Paris en 1998, et donc j'ai décidé de rentrer au Maroc. Aujourd'hui, c'est une décision que je ne regrette pas, au contraire, ça me fait plaisir. Je suis un résident fiscal marocain. Aujourd'hui, on a un investissement à peu près de 6 millions d'euros au Maroc qu'on souhaiterait effectivement étudier dans la partie secteur dans l'écosystème d'hygiène. Et par rapport à la charte d'investissement actuelle, nous avons trouvé un créneau dans lequel on pourrait placer l'investissement pour avoir effectivement les subventions dans le cadre de ce projet. Est-ce que dans la nouvelle charte actuellement en cours, je pense qu'elle est en cours d'élaboration, est-ce qu'il y a des choses positives qu'on pourrait éventuellement voir dans la partie secteur hygiène ou qu'on pourrait reconsidérer comme écosystème à part? Voilà, c'est les questions. Une troisième question. Bonjour, je suis à mon compte, s'il vous plaît, en tant qu'entreprise individuelle depuis 2006 dans l'informatique de gestion. Et mon projet de créer une société au Maroc, c'est pas un projet, je l'ai déjà fait l'année dernière, mais subsiste encore quelques questions pour savoir en fait est-ce que je garde la structure située en France ou basculer tout à la société marocaine, sachant que j'ai encore une vie ici, donc je ne peux pas rentrer définitivement pour c'est une société de service que j'ai créée. Actuellement, en fait, les projets sont ici en France. Il y a une partie de l'activité que je facture sur la société marocaine, dont l'objectif d'avoir un qui permettrait ultérieurement donc c'est comme ça que j'ai conçu mon projet. Et
donc c'est juste dans cette phase de transition, j'aimerais savoir en fait, est-ce qu'il y a des cadres juridiques dans le légal entre le Maroc et la France pour avoir en fait un salaire qui permettrait d'être un matin de en fait, c'est cette partie-là que nous entendons. D'accord. Une quatrième question. Allez-y, madame. Donc bonjour, moi c'est Dunia Chagid, donc je suis actuellement en fin d'études, ici même à l'ESGCI, en stratégie marketing, en 5e année. Et du coup, ce que je souhaite savoir, c'est vraiment connaître les besoins actuels, donc en 2019 ou futur, du Maroc, en termes de les besoins, les attentes, que ce soit sur les besoins des entreprises, enfin je ne sais pas, de la population, enfin vraiment en termes de services ou en ce qu'on peut apporter sur l'investissement. En gros, les domaines où on peut investir. C'est ça, voilà, vraiment les besoins du royaume en termes généraux. On va peut-être répondre aux questions qui ont été posées avant de prendre d'autres questions. Alors, donc, je pense la première question de l'entrepreneuriat, donc il a été tranché, donc vous allez prendre le café tout à l'heure. Alors, la deuxième, moi je vais me permettre de répondre à votre question concernant l'existence d'une structure en France et également d'une structure au Maroc. Donc l'un n'exclut pas l'autre. Et je pense que c'est toujours, comme je disais tout à l'heure, tout est relatif. Donc il faut voir quel est votre plan de développement, qu'est-ce que vous comptez faire. Il y a beaucoup de questions sous-jacentes sur lesquelles, et de détails sur lesquels on ne peut pas répondre aujourd'hui. Qu'est-ce que vous cherchez? Parce que vous pouvez avoir deux activités complémentaires entre le Maroc et la France. Vous pouvez facturer à partir de la société marocaine à la France en étant exportateur de services. Une partie de votre activité. Donc il y a tout un montage que vous pouvez faire et sur lequel vous pouvez le faire légalement et optimiser, bien sûr. Il y a ce qu'on appelle des règles, je parle toujours sous le contrôle de madame la représentante de l'administration de la DGI. Il y a toujours des problématiques de prix de transfert, etc. Donc des relations de souveraineté fiscale entre le Maroc et la France, mais il faut savoir gérer ces aspects-là de manière intelligente et en optimisant ces aspects-là. Donc la question, moi je la trouve intéressante, mais c'est très difficile de répondre à un cas. Il y a un deuxième café. Voilà. Un deuxième café que je vous offre. Alors, pour ce qui est des domaines d'investissement, je pense la CGM. La parole à l'MDE. Je pense que c'est. Je pourrais compléter. Vous partagez la réponse. En fait, pour la question sur l'investissement prévu de 6 millions d'euros sur l'écosystème d'hygiène, il y a des écosystèmes qui sont déjà prévus dans le contrat avec la Fédération de la chimie parachimie. Quand il y a des avantages qui sont prévus, vous pouvez vous insérer dedans. Concernant la charte d'investissement, comme vous le dites, c'est une charte qui est en cours. Qui n'est pas encore dévoilée. Qui n'est pas encore exactement rendue publique. Mais on ne sait pas davantage que vous par rapport à ces dispositions. Et puis pour l'écosystème d'hygiène, je suis prêt à vous mettre en contact avec la personne qui gère les écosystèmes de la chimie parachimie pour voir le cas échéant à quels avantages vous pouvez prétendre. D'autant plus que le mécanisme prévu au sein de chacun des écosystèmes prévoit pour certains métiers pour lesquels c'est-à-dire le Maroc, disons, n'est pas présent en valeur aujourd'hui, des avantages supplémentaires ou ce qu'on appelle des investissements pionniers. Si vous apportez un métier qui n'est pas actuellement présent au Maroc, vous avez la prime du premier comme on parle tout à l'heure. On en parle, je pense, au troisième café. Mais pas forcément avec moi. On pourra le partager celui-là. J'ajouterais juste que lors de l'atelier de tout à l'heure sur les outils de financement, probablement on trouvera un moyen, je dirais une ingénierie par rapport au projet, de trouver des issues d'autres issues possibles de financement. Rester la troisième question. Pour répondre à la question, moi je vais me risquer puisque j'ai vu. En fait, le Maroc, c'est un pays qui est en effervescence et donc tous les secteurs d'activité recèlent d'opportunités. C'est une terre d'opportunités. Maintenant, si vous suivez un petit peu l'actualité, il y a tout un débat aujourd'hui sur le modèle de développement du Maroc. Vers quoi on doit se diriger et je vais essayer de répondre en utilisant cette perspective-là.
Le Maroc s'est développé ces 20 dernières années plutôt par rapport à un marché intérieur. Donc on cherchait des gens pour venir pour proposer des offres et des services. Et le shift qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est qu'on doit devenir un pays exportateur. Parce que si le Maroc n'exporte pas, il ne va pas s'enrichir. Et s'il ne s'enrichit pas, ben on va rester là où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire avec 2-3% de croissance, bon an, mal an, en fonction de la météo, en fonction des flux d'investissement étrangers. Donc aujourd'hui, ce que cherche le Maroc principalement, ce sont des gens qui peuvent venir imaginer ces services et ces produits pour pouvoir les exporter demain. Voilà, c'est la principale richesse que nous recherchons. Bon, je vais peut-être rajouter une chose qui me paraît importante. Donc, comme il a été dit, le Maroc, c'est vierge, hein, il y a tout à refaire. Énormément de choses, enfin, dans tous les domaines, on peut investir. Par contre, ce qu'il faut dire également, c'est que les pouvoirs publics, ils ont mis en place un certain nombre de plans pour un certain nombre de secteurs d'activité. Je pense notamment à la pêche, donc il y a le plan Haliotis, le Maroc vert pour tout ce qui est agriculture, pour le tourisme, Maroc bleu, Maroc bleu c'est pour la pêche je crois. Donc il y a le plan Asile, il y a tout un... Pas refaire, mais plutôt à enrichir. Voilà, il y a des choses qui sont là. Donc il y a énormément de plans qui aujourd'hui présentent un certain nombre d'avantages et dans lesquels on a les études et l'encouragement de l'État et on a tout ce qu'il faut pour pouvoir s'insérer dans ces plans. Donc il faut juste aller juste peut-être vers... pour compléter, voilà. Donc, si vous êtes intéressé par un secteur d'activité en particulier, sachez que les fédérations aujourd'hui sont outillées de ces études et de ces stratégies. Donc moi je vous recommande de vous rapprocher de ces fédérations, de demander bien sûr l'information parce qu'elles ont comme obligation de partager avec vous et de voir si vos projets peuvent s'insérer dans ces dispositifs qui sont aujourd'hui co-élaborés par l'ensemble des administrations qui sont